Léo. Nous avons tous notre tiroir à bricoles. S'y entremêlent des piles, quelques cure-dents, des bons de réduction pour une pizza ou des yaourts allégés, une pince à épiler, un vieux chargeur de Nokia 3310, une photo d'identité des années 90, une douzaine de trombones, une carte de fidélité de notre ancien supermarché, 5 pièces de 2 centimes. Bref, vous voyez de quoi je parle. Mais si, on a tous ce tiroir-là. Ne mentez pas. Pourquoi garde-t-on tout ça ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous défaire de cette accumulation d'objets inusités ? Rien. Rien si ce n'est peut-être notre tendance naturelle à la procrastination. Toujours mieux à faire plutôt que de s'y coller. L'île de la tentation du lendemain. Or, pour Léo, ce n'était pas une question de flémingite aiguë qui agitait son tiroir quotidien. Du plus loin qu'il s'en souvienne, Pierre, son père, avait toujours ressenti la relation particulière que son fils entretenait avec les objets qui partageaient sa vie. À 13 ans, lorsque ses parents avaient divorcé et par conséquent vendu la maison familiale, il avait fallu trier sa chambre pour remplir les cartons du déménagement. Aucun capuchon mâchouillé, ticket de cinéma, vieux magazine Picsou, copies scolaires ou jouets usés ne fut épargné. Tout, absolument tout, excepté la poussière, fut encartonné. Y compris le Pulse de Scooby-Doo, reçu pour ses 7 ans, auquel il manquait 8 pièces à cause de cette andouille de chatouille, feu leur chat de gouttière kleptomane. Avec le recul, Pierre se dit que c'était certainement un signe évident d'un comportement quelque peu maladif, mais à l'époque, il mit cela sur le compte de l'adolescence et le choc du divorce. Léo recréa sa chambre dans 2 endroits distincts et totalement différents. D'une part, une chambre de 18 mètres carrés chez sa mère, et de l'autre, une pièce beaucoup plus petite, chez son père, qui avait pris le premier appartement venu. Le fait d'avoir scindé ses affaires, mais doublé la superficie, créa un besoin compulsif de remplissage chez lui. Petit à petit, il emmagasina foultitude d'objets de récup, souvent farfelus, chinés à droite et à gauche. Il devint, pour ses proches, un bordélique. On le taquina souvent au repas de famille, ou lorsque ses potes étaient de passage. Un jour, alors qu'il avait 16 ans, sa mère Patricia profita qu'il était au lycée pour faire un grand ménage dans ce qu'elle avait surnommé le dépotoir. Qui avait besoin de 6 brosses à dents ? Qui conserve son pyjama grenouille taille 10 ans tout décousu ? Qui arrive à dormir dans un lit rempli de papier de bonbons ? Elle rouspéta toute la journée avec ses questions existentielles. Puis, son déblayage terminé, elle alla s'asseoir avec un bon thé au gingembre devant une rediffusion d'Arabesque. Elle somnolait légèrement lorsqu'elle entendit les hurlements de Léo qui lui glacèrent le sang. Juste après, elle fut happée par un tourbillon frénétique. Elle expliqua à Pierre, ce soir-là, après le départ du médecin appelé en urgence pour contenir la crise de nerfs de l'adolescent, qu'elle avait eu l'impression d'être en présence d'un parfait inconnu. Un inconnu fou allié qui lui hurlait dessus pour récupérer ses vieilleries. Encore une fois, les parents minimisèrent le trouble qui semblait s'installer chez leur fils. Il grandissait, il souhaitait sûrement qu'on respecte son espace personnel. Patricia, n'étant pas du genre téméraire, avait laissé Léo récupérer l'intégralité de ses affaires dans le conteneur poubelle. Et la vie avait repris son cours. Léo obtint son bac, puis sa licence informatique. À 22 ans, il quitta définitivement les maisons parentales pour s'installer dans un T2 en plein centre-ville de Toulouse. À 25 ans, il commença à gentiment refouler ses parents lorsque ceux-ci souhaitaient lui rendre visite, prétextant une charge de travail importante ou des sorties de dernière minute. Mais il venait les voir régulièrement, alors c'était très bien ainsi. À 32 ans, c'est son père qui découvrit bien malgré lui l'étendue des dégâts, lorsqu'il reçut un coup de fil du propriétaire de l'appartement de Léo. L'homme était furieux car ce dernier avait refusé par 3 fois de laisser rentrer le plombier qui devait déterminer d'où venait la fuite qui imbibait le plafond de l'appartement du dessous. Une discussion animée s'engagea alors entre les 2 hommes. L'un défendant son bien immobilier et l'autre pris en tenaille entre l'incompréhension et l'agacement des propos tenus sur son fils. Pierre avait donc pris sa voiture pour se rendre sur place et constater ce qu'il en était. Durant le trajet, il fulmina contre ce foutu proprio qu'il avait contaminé avec sa colère. Il ne comprenait absolument pas l'attitude de Léo, refusant que le réparateur fasse son boulot s'il y avait effectivement un dégât des eaux. À son arrivée, devant la porte de l'appartement, un petit bonhomme grisonnant temporinait contre la porte, menaçant d'appeler les flics.
Pierre, dans un instinct primaire de protection, eut envie de lui casser la gueule d'abord et de discuter ensuite. Mais il opta pour la casquette du médiateur. Au bout de 45 interminables minutes, Léo accepta enfin d'ouvrir à son père. Pierre se glissa dans l'entrebâillement de la porte et referma aussi sec l'accès au nez et à la moustache de l'envahisseur. Il contempla alors avec stupeur le désolant spectacle qui s'offrait à son regard. Des stalagmites disparates créaient un étrange labyrinthe. Une odeur désagréable assaillit son nez, lui piquant légèrement les yeux. Abasourdi, il suivit son fils jusqu'à ce qui avait été le salon. On se serait cru aux puces de Saint-Cernel un dimanche matin. Des cartons débordant de linge, une demi-douzaine de ventilateurs, des chaises dépareillées, une cage à oiseaux remplie de cartes postales, une table basse recouverte de cendriers et de bibelots. La télévision avait disparu sous un amoncellement de boîtes à chaussures. Sur le canapé trônait fièrement un vieux cheval écaillé de manège de fête foraine. Sous ses flancs, une corbeille à linge servait de nid, à bric-à-brac, d'ustensiles de cuisine. Pierre ne savait plus vers où diriger son regard. Alors, il se concentra sur Léo, assis piteusement sur une pile de journaux. « Qu'est-ce qui s'est passé, fils ?» demanda Pierre d'une voix douce. « Je suis malade, papa. Je me suis laissé envahir. Je suis incapable de les laisser partir, tout seul. » Il éclata en sanglots comme un petit garçon pris en faute. Puis, il raconta par bribes sa descente aux enfers, emmuré dans cette vie de silogomane. Pierre souhaitait le réconforter et l'aider à la fois. Il songea à son amie Brigitte, psychiatre à Purpan. Il l'appellerait demain. En attendant, il y avait bien plus urgent à faire. Il attira son fils dans ses bras et le serra très fort contre lui. « Je suis là. Ne t'en fais pas, fiston. Tu n'es plus tout seul. »